La Convention et le Directoire ont conduit la République française dans le chaos. Un jeune général corse a décidé de prendre le pouvoir et de rétablir l'ordre dans le pays. Bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui nous allons parler de la France de Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte. Nous allons voir ça en trois grandes lignes. D'abord, nous allons voir dans quelle mesure Napoléon Bonaparte met un terme à la Révolution française et rétablit l'ordre. Deuxièmement, nous allons voir quelles institutions il crée à travers les deux régimes qu'il dirige, le consulat et l'empire, que nous allons voir rapidement. Mais le régime qu'il installe est fragile, notamment de par le cadre de la guerre qui se maintient vis-à-vis des puissances monarchiques européennes. D'un premier aspect, Napoléon Bonaparte, général victorieux en Italie et à la bataille d'Égypte, rentre en France pour restaurer l'autorité et mettre fin à la Révolution. N'oublions pas que le régime de la terreur est instable et impopulaire, de fait d'une succession de tentatives de coup d'État. Donc le 9 décembre 1799, célèbre 18 Brumaire en 8, Napoléon Bonaparte effectue un coup d'État militaire à la place du coup d'État politique voulu par l'abbé Sieyès. Il s'empare du pouvoir avec ses troupes et renverse donc les directeurs. La révolution est déclarée comme officiellement terminée. Pour confirmer la fin de la révolution, plusieurs choses. D'abord, une succession de réformes permettant de détricoter les aspects les moins reconnus, les moins acceptés par le nouveau chef de l'État du cadre de la Révolution. Après avoir fait adopter par plébiscite la nouvelle constitution de l'année 1800 en 8, celui qui est connu sous le nom de premier consul rétablit l'esclavage dans les colonies et interdit le droit de cotisation au travail et impose le livret ouvrier. 1802. En 1804, la presse est mise sous surveillance. C'est le début de la dictature par la fin de la liberté de la presse. En conséquence, en 1814, il ne restera plus que 4 journaux encore en circulation. Et enfin, il renforce son pouvoir personnel. Le pouvoir exécutif devient de plus en plus fort. Par la constitution de l'année 1800, Napoléon Bonaparte, donc proclamé premier consul, devient le chef de l'État et détient toutes les prérogatives en matière de pouvoir exécutif et propose les lois les plus fortes dans le cadre du rétablissement de l'ordre. Les deux autres consuls, trois consuls, ne sont là que comme consultants. Et il est élu pour un mandat de 10 ans. En 1802, autre plébiscite suite à un senatus consulte, il devient premier consul à vie, ce qui fait de lui un monarque. Il exerce les fonctions de premier consul, mais pour la vie, et on serait obligé d'élire son successeur. Et en 1804, il passe par un nouveau plébiscite avec un senatus consulte, qu'il remporte une nouvelle fois, et en conséquence,
le Sénat le proclame empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il se, le 2 décembre, à Notre-Dame, il se fait sacrer et se couronne lui-même empereur. Mais si d'une part le consulat et l'empire mettent fin à la Révolution, elles enracinent certains principes de 1789, notamment l'égalité dans la citoyenneté. D'abord, en rétablissant l'autorité, Napoléon rétablit la stabilité dans le pays et instaure certains principes. Déjà, en signant un concordat avec le pape et établissant quelques règles permettant aux catholiques de vivre en harmonie avec l'État et en encadrant les cultes catholiques, protestants et juifs. Deuxième point, il restructure l'administration et donne à celle-ci l'aspect général que nous connaissons encore aujourd'hui, même s'il y a des évolutions. Notamment la nomination des premiers préfets en 1800, et le Code civil est adopté en 1804. Des institutions économiques sont créées aussi, la Banque de France en 1800 et la nouvelle forme de monnaie, le franc germinal, une nouvelle forme d'une monnaie médiévale, le franc. Et enfin, les institutions de l'éducation. En 1802, il crée les lycées dans le cadre de la formation de nouveaux citoyens. Et en 1806, l'université impériale sur les établissements de la Sorbonne que nous connaissons aujourd'hui. Et on a la nomination de nouveaux notables locaux, notamment des maires. Et à partir de la proclamation de l'Empire, une nouvelle noblesse est créée, ce qu'on appelle la noblesse d'Empire, des généraux, des maréchaux, qui obtiennent d'anciens titres rétablis. Le principal point faible de l'Empire de Napoléon Ier est le cadre dans lequel il a été fondé, la guerre avec les puissances européennes voisines. En effet, celles-ci refusent de reconnaître le régime de Napoléon Ier comme... Ils considèrent Napoléon comme un usurpateur et surtout, comme le continuateur de la Révolution française. Malgré les traités de paix signés en 1801-1802, en effet, en 1803, l'Angleterre déclare la guerre à la France. Une troisième coalition se constitue à partir de 1804 entre l'Angleterre et la Russie et l'Empire d'Allemagne, composé notamment de l'archiduché d'Autriche. N'oublions pas que Napoléon Bonaparte, à la base, est un général d'infanterie. Il applique sur la terre les mêmes principes que ceux qui lui ont servi lors de ses campagnes en Italie et en Égypte, à savoir utiliser l'infériorité tactique des forces armées en présence pour s'imposer et faire vite. C'est ce qui lui a permis de remporter de nombreuses victoires entre 1805 et 1810. On a Jena, Friedland, Wagram entre 1806 et 1808 qui ont suivi
la plus célèbre de toutes les victoires napoléoniennes, à savoir Austerlitz. Ces, ces nombreuses victoires permettent à Napoléon d'agrandir les territoires de son empire et d'intégrer des États affiliés comme le Royaume d'Espagne, la Confédération du Rhin sur les dépouilles de l'ancien empire germanique et le Royaume de Hollande, ce qui fait de la France le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Europe, avec une puissance militaire basée sur la conscription et l'intégration de soldats issus des provinces et de ses États vassaux. En 1811, grâce à ses nombreux succès et à la diffusion de modèles de code civil inspirés du Code Napoléon de 1804, la France domine l'Europe tout entière. Seule l'Angleterre résiste, ainsi que le Portugal. Pour essayer d'affaiblir l'ennemi anglais, l'empereur a installé le fameux blocus continental, espérant que le commerce n'arrivant pas sur le continent, l'Angleterre se retrouverait affamée sur le long terme. Mais cela se révèle être une erreur de par le fait que l'Angleterre est maîtresse des mers, surtout de manière incontestable depuis sa victoire écrasante lors de la bataille navale de Trafalgar en 1805. Ce blocus provoque des réactions nationalistes et anti-françaises, notamment en Hollande. Par la suite, en 1812, en essayant de répondre aux provocations imposées et exprimées par le tsar de l'époque, Alexandre Ier, Napoléon voit ses troupes s'amoindrir et s'affamer. Sans compter que depuis 1810, le recrutement devient de moins en moins évident. En 1808 déjà, Napoléon ne faisait plus confiance qu'à lui-même de par ses nombreux succès. Donc en 1812, cette fameuse campagne de Russie, allant bien au-delà de l'Europe centrale, qui est le terrain de bataille habituel de l'empereur, il perd plus des 3/4 des effectifs de départ sur les 2 millions de soldats. En 1813, une nouvelle coalition apparaît et toutes les forces européennes se soulèvent donc contre l'empereur. En 1814, la coalition envahit le territoire français et oblige territorialement et par la force l'empereur à abdiquer. Parce que les coalisés entrent dans Paris et menacent directement Fontainebleau, là où s'est réfugié l'empereur. Donc, l'empereur abdique sans condition et s'exile à l'île d'Elbe, comme selon les accords signés à Fontainebleau peu de jours avant l'abdication. Suite à cela, les coalisés rétablissent la monarchie des Bourbons.